Bon, juste avant d'en arriver au grand moment tant attendu par tous, Pierre Curzi, il y a Régent Bonenfant qui voudrait venir dire quelques mots juste d'abord. Donc une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Je vais être moins long cette fois-ci. C'est que j'ai beau être souverainiste depuis 45 ans. Je me soucie quand même des francophones au Québec depuis toujours. Et je suis correspondant pour la communauté francophone de l'Alberta, pour le journal Le Chinook à tous les mois depuis au-delà de 4 ans. Et voici ce que j'écrivais en 2007. Un grand moment de télé. Il arrive que l'on ait conscience de vivre un grand moment à l'instant même où il se déroule. C'est ce qui m'est arrivé dimanche dernier, lors de la remise des Jutras à la télé de Radio-Canada. On a profité de l'occasion pour rendre hommage à ce grand comédien qu'est Pierre Curzi, qui a dirigé l'Union des artistes pendant de nombreuses années. Voilà un homme dont l'action, l'engagement syndical, social et culturel est exemplaire. Si d'aucuns lui ont reproché certains accents lyriques lors de ses remerciements, c'est qu'ils ont des difficultés avec l'univers des émotions, pas moi. En plus de défendre les droits des artistes, Pierre Curzi a piloté, avec notamment Pierre Pilon, Louise Baudouin et Sheila Cox, le dossier pour la Convention internationale pour la protection et la promotion de la diversité culturelle, adoptée officiellement le 22 octobre 2005 par l'UNESCO et à laquelle 48 pays ont adhéré à ce jour. Actuellement, oui. Beaucoup plus. Cette convention sera officiellement en vigueur le 18 mars 2007. Cela constitue une première victoire éclatante de la diplomatie québécoise. Voilà un homme de culture qui croit, en ces temps de mondialisation, en notre culture que menace toujours l'omniprésence états-unienne. Ce dernier pays a refusé, avec Israël, de signer cette convention, où on affirme que tout pays se donne désormais un moyen de contrôler toute invasion culturelle de leur territoire. Nous trouverons peut-être là le fin mot des petites guéguerres, des accommodements raisonnables. C'est à suivre. En écoutant Pierre Curzi, j'étais fier d'appartenir à ce petit peuple francophone d'Amérique qu'il a magnifiquement incarné dans Les Filles de Caleb et dans La Famille Plouffe. Il y a si longtemps que le Québec se cherche une figure emblématique, rassembleuse, charismatique. Moi, je l'ai trouvé, c'est Pierre Curzi, un grand homme, un grand Québécois. Voici Pierre Curzi. Présentation, merci. Merci, Roger. Merci beaucoup, ça me touche, c'est même que ça me gêne un peu. J'aime mieux celle-là que celle de tantôt, où alors je n'osais pas trop dire que finalement j'étais un député, mais je ne suis pas député, si j'ai bien compris la définition. Je ne suis pas un député parce que moi je pense aux gens qui travaillent, je pense aux gens qui ont de la misère, je pense aux gens qui ont des besoins. J'y pense, ça fait partie, je pense, de ce à quoi il faut penser quand on est un député. Sans ça, on n'est pas à la bonne place. Noëlla Champagne, il pense aussi, et ma compagne. Merci, Noëlla. Merci à Réal de m'avoir invité et d'avoir eu alors l'obstination de dire il va finir par venir. Voilà, je suis ici et je suis très heureux d'y être. Très heureux d'y être. Bravo. Puis, je suis content d'y être aussi sous les artistes volontaires. Parce que je regardais des gens. Là, ce qu'on vient de voir ce soir, c'est une utilisation de la parole qui est fabuleuse. Hein, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rythme la parole, qui la jazz, qui la jamme, qui la slam. Il y a quelqu'un qui la chante, il y a quelqu'un qui la conte. On est dans l'univers de la parole. On est dans l'univers des mots. Puis ce qu'on voit quand je regarde les artistes qu'on vient de voir devant nous, ce que je vois, c'est l'extraordinaire volonté
qu'implique le fait d'être un artiste. Ça prend une volonté formidable parce que c'est la volonté et le désir d'accepter d'être nu devant les autres. C'est ça la prise de parole. La prise de parole, c'est se dire, voici ce que je suis, voici quels sont les mots qui m'habitent, voici la forme, ma façon d'exprimer ces mots-là, ces phrases-là, voici ce que moi j'accepte de dévoiler de moi-même. Les mots nous dévoilent, les mots nous trahissent, mais les mots nous grandissent et ils nous embellissent. Et quand on voit des artistes volontaires, c'est ça qu'on voit. On voit des gens qui acceptent une fois pour toutes de prendre le risque de se montrer tels qu'ils sont. Et tels qu'ils sont, c'est beau. Cette démarche-là, elle est belle en soi. Et cette démarche-là, on y adhère. Alors, merci, artistes volontaires, et bravo pour tous les artistes involontaires. La langue, je ne sais plus comment en parler parce que il y a de multiples facettes. C'est vraiment la langue comme cette espèce de diamant. Et quelquefois, on aime voir une facette, tout d'un coup, la polir et la voir briller. Et on aime voir l'autre facette. Et de temps en temps, et de ce temps-ci, depuis 6 mois, je suis plongé dans une facette étrange de la langue. Je suis en train, avec des collègues, avec des spécialistes, avec des démolinguistes, des mathématiciens, des spécialistes de la langue, on est en train de faire un portrait. On esquisse le vrai portrait du français au Québec. Et on esquisse ce vrai portrait-là parce que tout d'un coup, il y a l'Office québécois de la langue française qui ne le fait plus, qui ne le fait pas correctement. Il n'y a personne qui nous dit quel est vraiment l'état de la langue au Québec. Alors on s'est décidé, on va le faire nous-mêmes. On s'est dit, on va le faire, ça fait 6 mois. Et là, on arrive à le faire, et ce portrait-là, on l'a entre les mains. Et ce portrait-là, il nous dit plusieurs choses. Ce qu'il nous dit, essentiellement, c'est que la langue se porte bien au Québec, sauf qu'à Montréal, il y a péril dans la demeure. Tout le monde le sait, et il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde, partout dans le Québec, soit conscient que ce qui est en train de se passer à Montréal, sur l'île de Montréal, c'est une réalité que je ne peux pas qualifier et que je ne veux pas honnir. C'est pas parce que c'est l'anglais qui est en cause, c'est parce qu'il y a une réalité démolinguistique, il y a tout d'un coup une réalité démographique qui fait qu'une minorité de langue anglaise, que sa culture est en train d'attirer, comme un trou noir dans le ciel, est en train d'attirer beaucoup plus de gens à verser et à endosser leur culture que la culture francophone, qui est la culture de la majorité. Et ça, c'est troublant, parce que c'est une tendance forte. Et c'est une tendance forte qui est concrète, là, qu'on a étudiée. Et là, on peut vous parler des facteurs, des indices de croissance. On va vous parler du critère de la vitalité de la langue. Puis je peux vous expliquer pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau migratoire? Pourquoi les francophones ont quitté l'île? Pourquoi les anglophones ont cessé de quitter l'île et le Québec et se sont concentrés? Qu'est-ce qui fait que cette langue-là est en train de redevenir la langue de la réussite économique? Elle est en train de devenir la clé pour avoir accès à un travail plus rémunérateur qu'un travail fait en français. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité? Et cette réalité-là, pour nous, c'est important qu'on la connaisse. Il est important qu'on ait un portrait clair de ce qui est en train de se passer là, parce que ce qui se passe là peut signifier pour nous, à long terme, une sorte d'émission-assimilation. C'est ça que ça peut vouloir dire. Parce que si on abandonne le fait que la langue est notre essentiel outil de communication, de différence, de diversité culturelle, qu'elle est l'outil premier dans lequel on doit s'installer pour réussir, et même réussir économiquement, et réussir au niveau du rêve, et réussir au niveau des affaires, et réussir au niveau du sport, et réussir dans tous les domaines, si on laisse s'effriter ce qui fait ce tissu commun, ce qui fait qu'on est liés ensemble, et si on laisse se détériorer ce triomphe d'une différence linguistique particulière sur le continent de l'Amérique, alors ce qui va nous échapper, c'est pas seulement nous-mêmes, mais c'est aussi le pays, et c'est aussi l'indépendance du pays. Et ça, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se passe subrepticement. Parce que ce qu'on souhaite fondamentalement, c'est que la langue devienne enfin, définitivement, le ferment d'un pays libre et indépendant.
résistance sur la langue, ben on le dit sous toutes les formes. C'est ça qui nous réunit. C'est ça le tissu commun. C'est le tissu commun dans le temps, c'est l'histoire, et c'est le tissu commun dans l'avenir. C'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants. Pourquoi? Pourquoi cette langue-là plutôt qu'une autre? Il y a des hasards cosmiques qui font que les Français sont venus ici et ils ont créé cette entité-là. Il y a ces hasards cosmiques historiques. Mais au-delà de ça, il y a tout d'un coup le fait que ce qui tisse le destin des hommes, ce qui fait que les uns et les autres, on puisse être ensemble ici ce soir et dans la rue et partout, c'est qu'on partage une sorte de façon de créer le monde. Ce qui nous retient dans cette langue-là, c'est qu'on a une façon commune de créer l'univers. En fait, l'univers n'est fait que de mots. Et vous le savez, Trois-Rivières, c'est la ville des mots, c'est la ville de la poésie. Le monde est fait des mots que l'on invente et que l'on partage. Sinon, ce n'est rien, le monde. Sinon, effectivement, Mowgli ne pense pas. Effectivement, l'arbre qui tombe dans la jungle seul ne sait pas qu'il tombe. Effectivement, il n'y a pas de sens sans celui que nous créons, et ce sens-là, nous le créons par nos mots. Et ce sens-là, c'est le sens de la vie, c'est le sens de l'existence. Sans la parole, il n'y a pas d'existence. Je sais que c'est poétique, mais dans le fond, c'est vachement concret. Je t'ai pris ta bière, non? C'est mon truc pour boire de la bière à l'œil. Je parle comme ça, puis moi je vais chercher un verre. Finalement, je parle tout seul, puis j'ai tout vidé, puis je suis un peu sous. Mais je suis pas loin. Je veux dire, je me laisse emporter, puis je me laisse emporter parce que je me sens bien en votre compagnie. Je me laisse dériver dans une tentative perpétuelle de réfléchir sur le sens de la langue, sur l'intérêt qu'on a à y accorder constamment. Parce que le projet politique, on peut dire du projet politique. Je sais pas ce qu'on peut dire du projet politique. Je ne sais pas ce qu'on peut dire du projet politique. C'est-tu si important que ça, les députés, les hommes politiques? C'est-tu si important? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans notre action? Qu'est-ce qui fait qu'on y va à Québec, qu'on accepte les contraintes, qu'on accepte les contradictions, qu'on accepte les débats, qu'on accepte de changer de vie pour aller vers la politique? Parce qu'intérieurement, on a le sentiment qu'un certain nombre de personnes doivent assumer une responsabilité d'essayer de réfléchir à l'avenir. Dans le fond, c'est juste ça, la politique. C'est réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Qu'est-ce qui va s'organiser, qui va faire que collectivement, tout à coup, on va vivre mieux, on va mieux s'occuper les uns des autres, on va mieux partager ce qui nous appartient comme espace commun, comme richesse commune. Et quelle est notre révolte? Notre révolte, c'est quand on voit tout à coup que des gens qui, en principe, vont là pour occuper la même fonction que nous, la fonction politique, quand on voit tout d'un coup qu'ils détournent ce pouvoir-là et qu'ils le détournent pour leur propre intérêt. Quand on voit tout à coup que plutôt que d'assumer le rôle politique, qui est de payer le prix pendant un certain temps, de prendre ces responsabilités-là au nom de tous, quand on voit que des gens y vont uniquement pour y satisfaire leur intérêt, pour que tout cela ne profite qu'à eux. Et actuellement, c'est ça qu'on voit. Et c'est ça qu'on voit dans plusieurs niveaux politiques. Et notre cynisme, il naît de là. Il naît tout d'un coup du fait qu'on regarde les hommes politiques dont la fonction devrait être une des nobles fonctions humaine, tu sais, avec les défauts, les talents, puis les erreurs qu'on peut faire, mais une noble fonction, tout d'un coup, détournée de son but premier. Et ce but premier-là, il pourrait être fédéraliste si le monde, en général, décide que c'est ça qu'ils veulent, ben ils le voudront, mais moi, je me battrai éternellement pour leur dire, je pense que vous faites le mauvais choix. Mais ça, on n'est pas là-dedans. Ce qu'on voit et ce qui nous rend cyniques, c'est que tout d'un coup, il y a des hommes et des femmes politiques qui vont là pour s'acoquiner avec d'autres personnes parce que le pouvoir peut appartenir au commerce, à la finance et à la politique et qu'il peut s'agglomérer et qu'il peut devenir une oppression. Et dans ce temps-là, quand on a un
un peu le sens de la noblesse de la politique, on se dit non, il faut refuser ses compromis, refuser ses compromissions, refuser ses collusions et porter noblement le désir qu'il y ait un partage réel des richesses, qu'il y ait une volonté de réussir l'éducation, qu'on soigne vraiment les gens, puis qu'on fasse vraiment un pays. Parce que pour faire tout ça, il faut posséder collectivement tous les outils essentiels dont on a besoin pour réussir. Réussir à être pleinement ce que l'on est. Et réussir ce que l'on est, ça veut dire être complètement et totalement, non seulement libre, mais responsable de notre destin collectif. Le pays va nous appartenir dans la mesure où on aura la volonté solidaire de le faire. Et ce pays-là, pour moi, c'est pas à quelle date le référendum. Le pays, c'est maintenant. C'est jour après jour après jour, c'est de le construire. Et ça veut dire ne jamais abandonner la solidarité qui a fait qu'on a résisté à l'histoire, qu'on a résisté aux oppressions, que les patriotes, que plein de gens ne sont pas morts en vain, mais qu'ils ont un sens. Le sens qu'ils ont, c'est celui de notre continuité, de notre effort, de notre désir d'être. C'est ça, la poursuite du pays. Le pays, il est à la fois éminemment concret, c'est un espace splendide que vous connaissez, que l'on aime, c'est un espace qu'on a nommé avec nos mots, avec notre langue, mais c'est aussi ce pays imaginaire qu'on porte tous quelque part et qui nous vient de très loin et qu'on veut transmettre parce qu'on veut qu'il aille très loin. Pourquoi on veut ça? Parce que justement, on sait que la planète est petite et que pour qu'elle soit belle, et Dieu sait qu'elle n'est pas si belle, il faudrait bien que chacun des peuples qui la constituent, dans sa différence même, tisse avec les autres une véritable mosaïque humaine qui soit diversifiée, qui soit écologique. Ce à quoi on travaille, c'est à l'écologie politique du monde. Ouais. Avez-vous une bière? Bon, je me laisse emporter encore. Mais, donc, on est préoccupé par la puissance et l'attrait qu'exerce une culture d'une autre langue, mais ça pourrait changer. Actuellement, c'est l'anglais qui est la culture dominante, attirante, la culture qu'on a essayé de contrer par la Convention de la diversité culturelle en disant « ménagez-nous un espace ». Puis actuellement, cette culture-là, elle est à Montréal en train de gagner, et elle gagne beaucoup sur les gens qui arrivent. Et soyons clairs, les gens qui arrivent, les nouveaux immigrants, les travailleurs immigrants, ils sont sans aucune faute. Venir d'ailleurs, décider d'immigrer, c'est vraiment quitter tout ce qu'on aime, tout ce à quoi on tient. Quelquefois, c'est l'oppression, quelquefois, c'est la misère, mais c'est pas parce que c'est l'oppression et la misère que ça ne nous appartient pas. Donc, leur démarche, c'est une d'abandon. Et la démarche, quand ils arrivent, c'est celle de choisir ce qui sera meilleur pour eux, ce qui assurera à leurs enfants un avenir digne et de succès. Et cette attitude-là, merci. Et cette attitude-là, elle est correcte. Donc, quelqu'un qui arrive et qui se retrouve à Montréal, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve actuellement, et de plus en plus, confronté au choix. Et ce choix-là, c'est qu'il a devant lui deux cultures, une d'expression francophone et une d'expression anglophone. Et là, il va être obligé de choisir. Parce que ultimement, il va choisir. Même si la loi 101 dit « tes enfants iront au primaire et au secondaire en français », au moment du cégep, et on l'a vu, il va choisir.
Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'une bonne partie choisissent la culture anglophone. Peut-on le leur reprocher? On pourrait leur reprocher si pour eux, ils choisissaient ce qui est moins bon. Mais si ce qu'ils choisissent est à leur avantage, ils vont continuer à le choisir. Ce qui veut dire que pour nous, il s'agit, dans cette culture-là, qu'on devienne plus séduisant. Et il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. On est 90% de la population de cet espace-là. Il faut donc qu'on retrouve la fierté de dire que dans cette langue, tout est possible, et surtout le meilleur pour vous qui arrivez, comme pour nous, pour vous qui aurez des enfants, comme pour les nôtres, et que tout cela va se conjuguer. Il faut donc que cette fierté fondamentale nous redonne le même élan qu'on a connu au moment où on est sorti dans la rue, parce que tout d'un coup, la langue du pouvoir, la langue de l'argent, la langue de la domination, c'était l'anglais. On est en train, tranquillement, de revenir à cette situation-là. Et il faut que nous, on retrouve autant d'énergie, autant de goût de sortir dans la rue, autant de volonté de réussir dans cette langue-là, et ce sont des gestes concrets. Ça s'appelle le renouvellement de la loi 101, bien sûr, mais ça s'appelle aussi probablement le fait de revenir comme francophone, habiter notre ville. Ça veut dire ça. Ça veut dire rendre clair le fait qu'on étudie en français jusqu'au cégep. Rendre clair le fait que notre État va s'adresser à tout le monde d'une façon prépondérante dans la langue française. Ça veut dire qu'on va retourner dans toutes les industries, tous les commerces, pour dire, quel que soit le nombre de vos employés, on veut que ça se passe et que ça se vive en français. Et ça, ce n'est pas seulement Montréal et les gens de la couronne de Montréal qui doivent être conscients et poussés sur cette réalité-là. C'est l'ensemble de tous ceux qui forment la majorité au Québec. C'est nous toutes et nous tous. Et c'est pour ça que la langue actuellement est un combat fondamental. Parce que si on ne le fait pas, ce qui va arriver, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va aller vers un bilinguisme dans l'île. Et le bilinguisme veut dire que l'anglais, et c'est prouvé, et c'est ça qu'on prouve dans le document, finit par triompher du français. À cause de sa force, à cause de sa séduction, à cause de mille et une raisons que vous connaissez. Et si on laisse tranquillement la ville se bilinguiser, devenir bilingue, alors ça veut dire que politiquement, les gens ne voteront plus pour le Parti québécois. Parce que quand on appartient à la culture anglophone, règle générale, on n'a pas cette même envie d'un pays indépendant souverain. On ne l'a pas parce qu'on s'y sent menacé encore ou qu'on croit qu'il est mieux d'avoir un grand Canada avec beaucoup de drapeaux qui flottent au vent au cours des cérémonies. Mais on croit ça. Et si on laisse donc ce bilinguisme se répandre, on va perdre des comtés et politiquement, on risque de ne plus avoir un parti qui est capable de représenter la majorité dans sa majorité aussi de désir d'un pays souverain. Et ça, c'est une menace majeure. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'on peut redevenir, se recoloniser nous-mêmes. Et là, si on laisse faire ça, alors là, on est nos propres victimes. Parce que si on laisse de nouveau l'économie ne plus nous appartenir, ou si on laisse l'économie parler la langue du pouvoir anglophone, si on laisse même la culture commencer à devenir bilingue, et on le voit, ça se passe, et qui peut reprocher à un artiste de vouloir parler à beaucoup de gens? Est-ce qu'on peut cependant lui demander qu'il essaie de le faire en français et qu'il le fasse en français? Si on laisse ces choses-là glisser, c'est nous-mêmes qui glissons. Et voilà. Alors, actuellement, mon obsession, c'est un peu celle-là. C'est d'essayer de rendre clair ce qui est en train de se passer. Et c'est pas défaitiste pour moi, parce qu'il s'agit de réagir clairement. Et on connaît plein de moyens pour intervenir, parce que c'est compliqué. Il s'agit donc de renverser une tendance. Si la tendance se maintient, dit Bernard, mais si la tendance se maintient, actuellement, nous vivrons avec une capitale et une couronne où la moitié de la population du Québec vit, qui est en train de devenir bilingue, lentement, mais de plus en plus vite. C'est un phénomène qui commence lentement, puis comme tous les phénomènes qui sont alimentés par eux-mêmes, qui tend à croître.
et qui va devenir exponentielle. Je ne veux pas jouer les pères fouettards, mais je dis, soyons conscients de cette réalité-là. Parce que ça veut dire que pour la contrer, il faut vraiment que le peuple, et c'est nous tous, on se lève debout et qu'on agisse sur la langue. Bien sûr, il y a la qualité de la langue, mais je n'ai pas d'inquiétude. J'entends ce soir des gens qui viennent parler, qui viennent la faire danser. Vous êtes dans la ville même où il y a des festivals de poésie. La langue, elle est vivante et je n'ai pas de doute que même si quelquefois elle est maltraitée, même si elle est maganée, malgré tout, elle reste un outil extraordinairement vivant. Je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas tant la qualité de la langue qui m'inquiète que le fait qu'on continue à la parler et qu'elle soit l'outil de notre conquête, l'outil du pays, qu'elle soit le ferment de notre souveraineté. C'est majeur, parce que c'est l'union entre l'âme et sa réalisation. C'est ça. Bravo. Je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que je peux continuer, mais j'ai peur de me répéter. Mais la culture, parlons de la culture. Quand on parle de la langue, on parle de la culture, c'est clair. C'est-à-dire que c'est pas aussi clair. Quand on parle de la langue, on se dit que... Bon, là, ce qu'on entend beaucoup et qui est vrai, la langue, elle témoigne aussi des valeurs. La langue, c'est ce qui nous permet de dire, bon, est-ce qu'on partage les valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui. Est-ce qu'on partage le fait que l'État devrait être laïque? Oui. Il y a des choses que la langue véhicule qui sont des partages de valeurs. Est-ce que des extrémismes peuvent menacer ces valeurs-là? Oui, c'est tout le débat de comment on s'accommode, mais on le voit que finalement, il y en a un consensus. Il y en a un consensus qui est la part correcte entre voici ce que nous sommes et voici ce que on est prêt à accepter, mais voici notre frontière. Puis on est tolérant, puis il faut arrêter d'être culpabilisé. On est tolérant, on accueille des gens depuis longtemps. Je suis un fils d'immigrant, mon père est venu d'Italie, et puis on s'est intégré. Et pourquoi on s'est intégré? Parce qu'on a renoncé, et c'est une perte. On a renoncé à la langue italienne. On ne parlait plus l'italien, c'est ce qui nous a permis à nous, les enfants d'Alfredo, mon père, de nous intégrer. Mais ça ne m'empêche pas de l'étudier, l'italien, je l'apprends actuellement. Puis je continue à l'apprendre, je l'ai appris, ça fait 30 ans que je l'apprends, je ne la parle toujours pas, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, donc, il faut, et je suis très préoccupé. Parce que moi, la seule chose qui me détruirait, c'est qu'on me dise, et on commence des fois on le dit, qu'on me dise que je suis xénophobe, ou que je suis fermé, ou que je suis replié sur moi-même. Et je ne veux pas entendre ça parce que je ne veux pas que ça existe. S'il y a une chose que la langue doit détruire, ce sont les préjugés et les extrémismes où qu'ils soient. Ça ne veut pas dire ne pas être passionné. Ça veut dire refuser l'autoritarisme de gens qui sont convaincus d'avoir seule raison. Quand on est absolument convaincu qu'on a totalement raison, on se trompe probablement. Donc, ce qui est important de préserver, c'est cette capacité-là de réfléchir, de dialoguer, d'être ferme, mais d'être ouvert. D'être à la fois chaleureux, chaud entre nous, convaincu que ce nous-là est formidable, puis en même temps que c'est un nous qui va évoluer, qui va s'enrichir de la présence des autres. Et c'est exactement le principe de la diversité culturelle. Le fondement a toujours été de dire, ayons des petites cultures, des langues qui existent partout, qui soient fortes, qu'elles s'affirment, mais en même temps qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, qu'elles puissent échafauder ensemble quelque chose qui soit commun. Et je pense que ça se passe. Ça se passe dans plein d'univers artistiques. Ça se passe en musique. Ça se passe dans... Regardez ce qui est splendide qui se passe au niveau des langues autochtones ici. Enfin, on commence à reparler
des langues qu'on a presque tuées. Parce que historiquement, on les a tuées, ces langues-là. Et là, tout d'un coup, on entend beaucoup de slammeurs qui parlent, qui slament en Innu, ou qui slament en Inuit, et qui slament dans toutes sortes de langues autochtones. Puis tout d'un coup, on a des sonorités, mais écoute, qui sont là. On est en train de découvrir une mine au Québec, une mine de parler, de parlures qui ont fait le pays physique, qui ont fait une partie de sa mixité. On est très sans mêlés dans bien des cas, et tout d'un coup, on est en train de leur redonner un petit peu de vie, alors qu'on a bien vu que quand on détruit la langue, on détruit le peuple. Et ça, on le voit, parce que nous l'avons fait. Alors ne nous laissons pas faire ce que nous essayons de réparer maintenant, parce que nous avons eu tort de le faire, et les autres auront tort de le faire. Ne nous laissons jamais dominer par des gens qui ne veulent pas respecter complètement ce que nous sommes. Excellent. Avez-vous aimé votre soirée? Abonnez-vous d'autres encore des soirées comme ça. J'avais juste à continuer de demander à vos partis respectifs de continuer d'appuyer Artistes volontaires dans son cheminement. Donc, encore une fois, merci au Parti québécois, au Bloc québécois, au Comité de la langue de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie d'avoir financé cet événement-là ce soir. Personnellement, j'ai adoré. J'ai cru voir un Pierre Bourgault à m'emmener. Peut-être me suis trompé. En tout cas, merci d'avoir été ici, ça a été une écoute respectueuse ce soir, j'ai été surpris, j'organise beaucoup de spectacles, mais ce soir c'était vraiment respectueux. Donc, merci à tous d'avoir été ici et à la prochaine.